L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Fausse note de Bernard Latour. Une coproduction du service lyrique et du service dramatique de la radiodiffusion. Voici, je reprends. Numéro 18. Deuxième fois. En place. Eh bien, votre orchestre ne perd pas de temps pour répéter. Mademoiselle Marie, c'est gentil. Oh, je peux pas y croire. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh oui, taisez-vous donc. Monsieur le commissaire a raison. Vous vous rendez compte si tout le monde faisait autant de bruit que vous? Oh, vous êtes un sans-cœur, un égoïste. Tout le monde le sait bien. Moi, j'ai beaucoup de chagrin. Mais je le comprends. Un peu de discipline, s'il vous plaît. J'ai des questions à poser et j'aimerais pouvoir le faire tranquillement. Bon, alors reprenons dans l'ordre ce qui s'est passé cet après-midi. Vous jouiez quelle opérette? Les mousquetaires au couvent. Vous avez levé le rideau à quelle heure? Entre 15h et 15h15. Qui est responsable de la scène? Ça, c'est moi, monsieur le commissaire. Ah, vous faites partie du personnel permanent de ce théâtre? Non. Je suis régisseur de tournée. Mais j'ai pas toujours fait ce métier. Avant, j'étais trial. À Pointer-Rutesbourg. Ah, vous, je ne vous permets Non, pas. allons, du calme. Expliquez-moi d'abord, voulez-vous? Qu'est-ce que c'est un trial? Un ténor comique. Du nom du créateur de l'emploi, Antoine Trial, de la comédie italienne berceau de notre opéra comique, né à Avignon en 1736, mort à Paris en 1795. Ah, merci, monsieur, pour cette précision historique. Et la rue Tête-Bout? C'est là que se trouve l'office du chômage des artistes. Pointer rue Tête-Bout, c'est être au chômage. Bien. Vous êtes arrivé à quelle heure au théâtre? Une heure avant le lever du rideau, comme je fais d'habitude. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Absolument rien. Non. Vous êtes monté dans les... Comment vous appelez cet espace-là, au-dessus de la scène? Ah, les cintres. Non, je suis pas monté. J'avais rien à y faire puisque j'avais fini d'installer mon décor ce matin. Ce matin, justement. Oui. Avez-vous remarqué la pièce de fond? Comment vous appelez ça? En contrepoids. Oui, le contrepoids qui, en tombant, a tué Mademoiselle Le Thor. Eh bien sûr que non. Je suis passé sur toutes les passerelles pour accrocher les rideaux aux perches. Vous pensez bien que si jamais j'avais remarqué un contrepoids comme ça, je l'aurais redescendu tout de suite. C'est bien trop dangereux. Après... Et vous avez quitté le théâtre à quelle heure, après avoir terminé votre montage de décor? Vers 1h. Et vous êtes revenu? À 2h, je vous l'ai dit. Après être revenu vers 2h, vous n'avez plus quitté la scène? Non. Certain? Ah, certain. Même pas pour aller boire un verre. Ça m'étonnerait bien. Oh, vous, alors... S'il vous plaît. Voyons maintenant du côté des artistes. Qui peut me dire à quelle heure est arrivée Mademoiselle Le Thor? Moi, monsieur le commissaire. Qui êtes-vous? La du gazon de la taupe? Du nom de Rose Lefebvre, dame du gazon, actrice de l'opéra comique, née à Berlin en 1755, morte à Paris en 1821. Oui, encore merci, monsieur. Quel est donc votre rôle, madame? Ça fait 15 ans que je suis dans la carrière artistique, monsieur le commissaire, et toujours habilleuse. Mais je peux faire autre chose. Oui. À quelle heure est arrivée Mademoiselle Le Thor? Vers 2h. Et après, je peux vous le dire, elle n'a pas quitté sa loge avant de monter sur le plateau. Et vous-même? Quand êtes-vous arrivé au théâtre? Mais ce matin, à 9h. Vous pensez, avec toutes les robes à sortir des panières, à repasser, à recoudre dès qu'il y a un petit accroc. Et Dieu sait s'il y en a, avec les clous que monsieur Jules laisse traîner partout, exprès, pour me donner du travail. Mais c'est pas vrai, monsieur le commissaire. Je puis vous assurer oui, que... c'est bien. Oh, c'est une S'il vous plaît, c'est bien. Pendant le midi, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis restée dans la loge. J'ai mangé d'un sandwich. Vous n'avez vu personne passer par les couloirs pour se rendre sur la scène? Absolument personne.
Bon, venons-en à l'accident. Comment cela s'est-il passé? Nous étions... Parle, Georges. Nous étions en scène, monsieur le commissaire. Tous les quatre avec cette pauvre Marie. Jeanne, François et moi. Tout d'un coup, j'ai vu quelque chose qui tombait du côté jardin vers le lointain du plateau. Attendez, s'il vous plaît. Je sais qu'il existe le côté jardin et le côté cour au théâtre. Mais comment appelle-t-on la gauche, par exemple? C'est très facile à se rappeler. Pour le spectateur, il faut penser à Jésus-Christ dans l'ordre où c'est écrit. J, jardin à gauche, C, cour à droite. Et pour le comédien? Le cœur est toujours à gauche. Donc, le C comme cœur et cour est à gauche. Ceci provient du théâtre construit par le cardinal de Richelieu dans le palais du Louvre. Monsieur le commissaire, s'il y avait d'un côté le jardin et de l'autre la cour du château. Merci. Et pour le lointain? C'est le fond du plateau où il y a un décor au loin. Alors, donc vous avez vu le contrepoids tomber du côté gauche de la scène au fond de celle-ci? C'est ça. Et la pauvre Marie a à peine poussé un soupir. Elle a été tuée sur le coup. À quel endroit exact de la scène? Ici. Tenez, approchez. Mais il y a des croix de craie. Eh oui, monsieur le commissaire, c'est l'emplacement de la table et de la chaise tels que je les avais repérés depuis la salle ce matin. Comprenez, le coup d'œil. Ah bien, oui. Mademoiselle Le Thor était assise quand l'accident s'est produit. Et vous-même, monsieur, où étiez-vous exactement? Je chantais avec Jeanne, face au public. Alors donc, près de la rampe. Oui, ici même, monsieur le commissaire. Et vous, monsieur? Ici. Oui, alors donc, au fond de la scène, mais côté court. Oui, évidemment. Il semble bien qu'il s'agisse d'un accident. Enfin, il y a juste une chose qui m'ennuie. C'est ce contrepoids qui se trouvait dans les cintres, alors qu'il n'y était pas quand vous avez terminé votre travail à 13h. N'est-ce pas, monsieur Jules? Tonnelette. Jules Tonnelette. Enfin, c'est-à-dire qu'à la réflexion, je suis plus si sûr que ça de moi-même. Il se pourrait que j'ai pas vu le contrepoids, je suis pas passé sur toutes les passerelles. Oui, il serait pourtant très important que vous vous rappeliez exactement. Voyons, le contrepoids était sur la passerelle, juste à la verticale de l'endroit où fut tuée Mademoiselle Le Thor. Je sais plus. Je sais plus, monsieur le commissaire. Bon, je vous demanderai, messieurs et mesdames, de rester à la disposition de la police pour tout renseignement complémentaire dont nous aurions besoin. C'est-à-dire, monsieur le commissaire, que nous partons ce soir même en tournée pour toute la période des fêtes. La matinée d'aujourd'hui était la seule à Paris. Demain soir, nous jouons à Lyon. Eh bien, je vous verrai à votre retour, si j'ai encore besoin de vous. Mais comment allez-vous faire après la mort de Mademoiselle Le Thor? Nous avions prévu une doublure. Ah bien. Merci. Tambour, ah joli petit Dieu malin, toi qui ris dans ses yeux câlins, es-tu bien un tambour sincère? Tambour, 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 quand tu nous tiens, le reste ne nous est plus rien et la vie nous paraît légère. Comme nous allons gentiment déberger, en goûtant sans nous ménager, la joie d'un tambour partagé. Et nous ferons sans effort 1000 variations sur le même thème. Car l'on dira tant que le tambour est enfant de bohème. Doucement nous verrons le parfait tambour, car c'est lui qui toujours fait le seul bonheur de la vie. Et nous aimerons toutes nos décors, que nous y verserons printemps, toujours et même très longtemps. Ah, dans mon transport que je vous donnerai sur ta lèvre, mettre avec orgueil un gros fauteuil, un doux fauteuil. Cet ardent fauteuil me transporte de filleule, et changeons sans fin de fauteuil, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de fauteuils. Et changeons sans fin de fauteuil,
fauteuils, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de fauteuils. Je t'aime. Je t'aime. Je te hais. Et moi aussi, je te hais. Mon cœur est rempli d'attendre d'amour, de tambour qui durera toujours, impossible de mystère. Tambour, ah jolie petite main, toi qui ris dans ses yeux câlins, es-tu bien un tambour sincère? Tambour, 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 quand tu nous tiens, le reste de nous est plus rien, et la vie nous paraît légère. Comme nous allons gentiment déverger, en bouton se nous ménager, la joie d'un tambour partagé. Tambour, tambour. Est-ce que tu peux être mauvais? Oh, mais tu t'es pas entendu. C'est un triomphe. Vous êtes venu ici à Lyon, monsieur le commissaire? Le public vous rappelle. Allez vite le saluer. Voilà, descendons dans ma loge si vous voulez. Je ne connaissais pas monsieur de la police, mais c'est une opérette charmante. Vous jouez encore demain soir ici? Non, demain nous serons à Marseille et nous chanterons La Bouche de Maurice Yvain. Vous êtes venu à Lyon pour nous voir? Non, j'ai de la famille ici et je suis venu passer quelques jours au moment des fêtes avec mes cousins. Voici ma loge. Entrez. Et puis, comme j'ai pas eu le temps de terminer mon rapport sur l'accident avant de quitter Paris, j'ai pensé ce soir à venir vous demander quelques renseignements complémentaires. Vous avez bien fait. Vous permettez que je me démaquille? Mais je vous en prie. On m'a dit à Paris que vous dirigiez la troupe. C'est exact. Et on m'a dit aussi que Marie Le Thor était votre associée. Mais c'est faux. C'était une amie de jeunesse. Nous avons été ensemble au conservatoire. Et nous nous aimions beaucoup. Elle me rendait parfois des services dans la troupe. Elle avait d'ailleurs le même emploi vocal que moi. Mais elle n'avait jamais pu être une vedette pour le public. Elle n'avait pas ce qu'il faut. C'était une excellente doublure, sans plus. Oui. Moi, je n'ai jamais été capable de distinguer un mi d'un fa. Je vous admire beaucoup de chanter sans fausse note. C'est moi, tu es prête? Entre. Monsieur le commissaire, vous êtes à Lyon? Et comme vous voyez... Et monsieur le commissaire assiste au spectacle. Oui, dans la coulisse. Ça vous a plu? Ah, beaucoup. Mais il y a une chose qui m'a surpris tout de même. Quoi donc? Ce sont les propos que vous échangez sur scène entre les répliques ou pendant le chant. De la salle, on ne voit rien, mais des coulisses, qu'est-ce que vous pouvez bien vous dire? Mais des indications de place. Recule un peu, avance un peu, attention à ta réplique, regarde le chef. Seulement cela? Ah, c'est curieux. Je pensais à votre mimique que c'était infiniment plus important. Eh bien voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de tournée. Nous ne nous verrons pas à Marseille? Ah non, je n'ai pas de cousin phocéen. Au revoir. Monsieur le commissaire. Psst. Ah, c'est vous, Madame Hortense? Chut, parlez bas. Hein? J'étais derrière la porte. Hein? J'ai tout entendu. Elle vous a menti. Ah. Marie Le Thor avait bien plus de talent qu'elle. Ah. Et elle était gentille, Marie Le Thor. Moi, je l'aimais bien. Ah. Vous répétez tous les jours? Vous connaissez pourtant bien vos rôles? Bien sûr. Enfin, dans chaque ville, il y a un nouvel orchestre. Il faut se faire la voix. Tenez, écoutez Jeanne. Ce matin, dans le train, mes collègues m'ont dit qu'ils vous avaient vu hier soir à Lyon. Vous avez des cousins là-bas, paraît-il? Oui. Et à Marseille aussi? Ah non. Non, mais mon directeur m'a téléphoné ce matin. Il est furieux parce que je n'ai pas terminé mon rapport avant de m'absenter pour les fêtes. Alors j'ai pris tout de suite le train pour Marseille. Mais c'est la dernière fois que je rencontre votre troupe. Si sympathique soit-elle, je voudrais bien profiter de mon congé de Noël et du jour de l'an. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensiez de Marie Le Thor?
C'était une gentille fille. Non, mais au point de vue talent. Pas formidable. Et par rapport à Madame Jeanne? Sans comparaison. Bon, non, Marie était très inférieure. Elle s'en rendait compte, d'ailleurs. Mais on m'a dit aussi qu'elle s'occupait de la direction de la troupe. Oui, elle donnait un coup de main à Jeanne. Mais enfin, là aussi, elle n'était qu'une doublure. Oh non, une très gentille fille. Et sa mort me fait beaucoup de peine. Mais dans le travail, elle n'était pas très efficace. Monsieur François, c'est à vous de répéter l'orchestre. Ah, vous m'excusez? Monsieur le commissaire, vous, à Marseille, dans mon pays. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Savez-vous bien que vous êtes ici dans la capitale du chant, dans la patrie de Jules Tonnelette? Ah oui, Bérette, alors. Oh, Bérette, Salzbourg, ça tient pas à côté de Marseille. Ah bon? Quand à Toulouse, là, avec son Capitole, et à Ajaccio, avec son Dino Rossi, oh, les pauvres, ils peuvent aller se rhabiller. Ah, je voudrais vous dire... Oui, tout à l'heure. Hein. Chut, laissez-moi écouter la répétition. Ah bon? Attention, je commence. La porte. Et voici ta mouche, numéro 12. Pour l'homme, on est sans indulgence, on lui reproche à tout moment son inconstance et son absence de tout vrai sentiment. Pourtant, lorsqu'en son innocence, et cédant à notre désir, un petit être a pu s'offrir, comment ne pas s'en souvenir? Non si frivole que l'on soit, ce naïf abandon de soi, ça c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Se dire c'est moi le premier, ça c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Non, quoi que vous fassiez, quand une jeune fille à vous se donne, qu'entre vos bras tremblants elle frissonne, eut-elle une rose qu'elle se laisse effeuiller? Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Dans des yeux aux diverses teintes, j'ai vu s'éveiller bien des fois, lors d'une étreinte plus ou moins feinte, de merveilleux émois. Mais ce dont je garde l'empreinte, ce qui pour moi n'a pas de prix, c'est le joli regard surpris que seule elle eut quand je la pris. Par ses beaux grands yeux étonnés qui vont s'ouvrir sur l'inconnu, ça c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Se dire c'est moi le premier, ça c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Non, quoi que vous fassiez, quand une jeune fille à vous se donne, qu'entre vos bras tremblants elle frissonne, eut-elle une rose qu'elle se laisse effeuiller? Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? J'ai repensé à cette affaire du contrepoids. Vous savez, des contrepoids, on en voit partout dans les théâtres. Alors, c'est pour ça que j'avais plus une mémoire très exacte. Mais maintenant, je suis à peu près persuadé qu'il n'y en avait pas sur la passerelle quand j'ai monté les rideaux. Mais vous êtes persuadé ou à peu près persuadé? Et je suis à peu près persuadé d'être persuadé. Ah. Et qui vous a persuadé d'être à peu près persuadé? Oh là là, comme disent les pieds noirs, ça c'est un sac d'embrouille. Non. Avec qui avez-vous parlé de contrepoids? Avec personne. Non, avec qui? Oh là là,
Moi j'aimerais bien comme Méphistophélès disparaître par la trappe. Avec qui? Avec monsieur François, que revoilà. On parle de moi? Veuillez répéter ce que vous venez de me dire. Et monsieur François, on en a parlé ensemble du contrepoids. Oui, Et là, vous- j'ai même dit que j'étais pour ma part persuadé, vous connaissant comme je vous connais, dévoué et consciencieux. Oh. Ah, si, Oh. et que vous n'aviez pas pu laisser un contrepoids sur une passerelle. Bien, Vous restez avec nous pour le spectacle de ce soir? sans doute. Mais dans la salle, cette fois. Entrez. Oh, au travail dès le matin? Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de bonheur pour les habilleuses. Ah, si encore on était bien payés. Qu'est-ce que c'est que ces costumes? C'est pour Monsieur Beaucaire, de Messager. Non, mais regardez-moi ces robes-là, des kilomètres de tissu à repasser. Ah, heureusement qu'on s'habille plus comme ça maintenant. Ça vous a plu ta bouche hier soir? Beaucoup, hein? Oh, c'est une bonne troupe. Dommage qu'il y ait tant d'histoires. Ah oui, quelles histoires? Bah, comme il y en a toujours, dès qu'il y a des hommes et des femmes ensemble. Tiens donc. Bah, racontez-moi donc un peu ça. Et là. Vous croyez que je fais les concierges ou les indicateurs? Comptez pas sur moi, hein? Non, bien sûr. Mais, par exemple, je suis sûr que Jules n'est pas un petit saint. Lui? Une franche canaille, oui. Si je m'étais pas défendu, je passais à la casserole. Non. Si, malgré son âge. Hein? On dirait pas, hein? Remarquez que toutes les femmes sont pas comme moi, hein? Il y en a même qui en profitent rudement. Ah oui? Monsieur François, avec sa belle voix de basse. En avant pour le charme. Oh, je l'ai vu faire. Toute la gamme y passe. Depuis la profondeur et le charme sentimental jusqu'à l'autorité du Père Noble. Ben, comment voulez-vous que les femmes résistent? Il les a toutes. La pauvre Marie, Jeanne... Non, pardon, il était l'amant de Marie Le Thor? Mais oui! Et je ne le savais pas. Mais si elle l'avait su... Je vais même vous dire une chose, hein. Mais gardez-la pour vous. Marie venait d'exiger que François l'épouse juste la veille de l'accident. On peut dire que la mort de Marie arrange bien François. Vous avez vu? Ben, il n'est pas triste du tout, il l'aimait pas. Et si Jeanne avait appris ça, elle te le mettait tout de suite à la porte, tout François qu'il est, lui qui rêve de devenir patron. Ah bon? Mais pourquoi croyez-vous qu'il la courtise, la Jeanne? Pour prendre la place de l'actuelle Marie. Oh, il est drôlement fort, vous savez. La Jeanne, c'est une femme de tête, et elle connaît le métier. Eh bien, hop, il lui fait le coup du Père Noble, avec la voix du commandeur, et madame est servie. À Lyon, vous m'avez dit que Marie Le Thor avait beaucoup plus de talent que Jeanne. J'ai parlé avec François du talent de Marie, et il m'a soutenu le contraire. Il vous a dit ce qu'il a voulu vous dire. Et comme je vois bien que vous êtes persuadé que ce n'est pas qu'un simple accident, cette affaire de contrepoids, je ne peux vous dire qu'une chose. La mort de Marie, ça arrange tout le monde. François et Jeanne. Pas le trac? Si, toujours avant d'entrer en scène. Vous êtes resté à Marseille ce soir? Oui, pour la représentation. Mais aussitôt après, je prends le train pour Lyon à 1h du matin. Tout comme nous. Mais on prend le train pour Toulouse. On chante là-bas demain soir. Fatigant la vie de tournée. Vous pouvez le dire. Vous êtes associé avec votre femme pour la direction de la troupe? Oui. Ça doit vous donner du travail en plus de votre métier normal de chanteur. Ma femme est très active. Elle fait tout toute seule. On commence. Vous allez dans la salle? Non, je suis le spectacle des cintres. Je vais y monter avec Jules. Je connais une belle, trop belle, hélas, à mon amour rebelle qui m'a pris dans celle-là. Et la cruelle a fait serment d'être muette à mon tourment. Je connais un pauvre
j'étends ensemble de traiter durement. J'en ai regretté, j'ai juré de me taire, et je me tairai. Ni l'un ni l'autre n'y peut rien, un serment nous retient. Et c'est pourquoi, ni vous ni moi, pourquoi? Eh bien, nous ne nous disons rien. Pourquoi? Eh bien, nous ne nous disons rien. Ah, ça fait drôle, hein, la première fois de voir les gens si petits en dessous de soi. Évidemment, il faut pas avoir le vertige. Mais on peut parler tout haut? Oh là là, ici on peut parler très fort avec l'orchestre et les chanteurs et le son qui monte. Personne n'entend rien sur le plateau ni dans la salle. Mais dites-moi, le passage sur les passerelles n'est pas exempt de danger. Cette étroite planche suspendue par des fers au-dessus du vide. Eh oui, un vertige, un croche-pied et hop, on n'en parle plus. Alors donc le contrepoids a pu être posé sur le bord de la passerelle. Mais reste à savoir comment le précipiter dans le vide là en bas. Ce n'est pas un vieux régisseur comme vous que je vais apprendre ça. On passe une corde. Et Quoi? vous me levez l'apéritif. Ah bon? Ah oui, au théâtre on dit jamais une corde, mais un fil. La corde c'est pour les pendus, ça porte malheur. Bon alors on passe un fil, on forme une boucle, on place le contrepoids au centre de la boucle, on tire d'en bas, le contrepoids perd l'équilibre et on ramène la corde, le fil à soi, hein, ni vu ni connu. Il faut simplement être caché derrière une toile de fond, par exemple. Eh bien, bien imaginé. Mais dites, vous auriez fait un bon régisseur. On redescend? Non, j'ai décidé de suivre tout le spectacle d'ici. Ah bon, votre église. Une heure 11 pour Lyon, 1h15 pour Toulouse, à 4 minutes d'intervalle, on part en même temps. Ah, et voilà, c'est pour moi. Bonne fin de tournée. Bon, bonnes vacances. En vrais amis qui s'aiment beaucoup, nous partageons tout. Cravate, cigarette, Pégase ou galette, et nous n'avons qu'un franc commun. Car toi, c'est moi, c'est toi. Tout ce qu'on a, on se le prête, on se l'échange. Il n'est pas de bonheur sans mélange. Puisque toi, c'est moi, c'est toi. Nous sommes comme les deux doigts de la main, de bons copains. Nous partageons au même moment les mêmes sentiments. Quand j'ai un malheur, aussitôt je pleure, mais dès que je ris, je souris. Car toi, c'est moi, c'est toi. Ce que tu sens, je le sens malgré moi. Quand je bois, j'ai la gueule de toi. Puisque toi, c'est moi, c'est toi. Nous formons plus des mois et des mois de frères savoirs. Nous ne pouvons, il faut le déclarer, jamais nous séparer. Comme un vrai toutou, je t'accompagne partout, en train, en auto, au piano. Car toi, c'est moi, c'est toi. Quand tu chantes sitôt, je chante aussi. L'harmonie dans la vie nous unit. Puisque toi, c'est moi, c'est toi. Nos deux cœurs. Je suis le commissaire Lajuste de la police judiciaire. Je vous demande surtout de ne pas vous affoler et de rester à vos places. Mes adjoints vont fouiller la salle. Je vous remercie.
Sinon, vous étiez dans la salle. Inutile de vous dire que vos histoires de cousins à Lyon et de voyage éclair à Marseille, on n'y croit pas. Vous nous espionnez depuis le début. Sur le quai de la gare de Marseille, vous nous jouez la comédie de repartir pour Lyon en ayant le toupet d'être dans le train qui démarre, et on vous retrouve ici, à Toulouse. Je le répète, vous nous espionnez. Ne vous plaignez pas. Si je vous avais espionné un peu plus, comme vous dites, j'aurais peut-être évité un second meurtre. Bon, madame, votre mari vous avait-il fait part de menaces quelconques ces derniers jours? Non, absolument pas. Lui connaissez-vous des ennemis? Aucun. Non, pardonnez-moi d'aborder cet aspect, mais il est préférable éventuellement de gagner du temps. Aurait-il suscité récemment de vives jalousies dans son milieu professionnel? En évinçant un collègue, par exemple? Pas à ma connaissance. Oui? Patron? Oui, je viens. Voilà qui apporte bien des bouleversements. Oui. Il va falloir téléphoner à Paris à la doublure de mon mari. Il faut assurer la représentation de demain soir ici, et celle de Bordeaux dans les jours à venir. Non, mais je pensais à des bouleversements sur un autre plan. Je t'en prie, ce n'est pas le moment. Excuse-moi. Bien. Mes adjoints viennent de me faire un premier compte-rendu. D'après la position de votre mari, madame, et le point d'impact, le coup de feu a été tiré de ce qu'on appelle le premier corridor, au-dessus de la Seine, côté cour. Il n'y avait aucun machiniste dans ce corridor. D'autre part, à chaque extrémité et au centre, il y a 3 portes, donnant sur 3 escaliers différents, et qui desservent tous les étages. L'idéal pour s'enfuir incognito, sauf la malchance d'une rencontre. Et l'assassin, apparemment, n'a pas eu cette malchance. Les inspecteurs vont interroger le personnel permanent du théâtre et fouiller partout dans l'espoir de retrouver le revolver. Je vais moi-même vous poser quelques questions. Ah non, monsieur. Respectez au moins ma douleur d'avoir perdu mon mari. Je désire me retirer. Cette épreuve est au-dessus de mes forces. Je vous comprends, madame. Mais je voudrais juste vous demander où vous étiez au moment du coup de feu, puisque M. François et M. Georges étaient seuls en scène. J'étais dans ma loge. Comment avez-vous su qu'il se passait quelque chose d'anormal, puisque je vous ai vu presque immédiatement sur scène? Mais il y a un réseau intérieur de haut-parleurs qui permet de savoir ce qui se passe sur scène, partout dans le théâtre. À commencer, bien entendu, par les loges. Eh oui, monsieur le commissaire, c'est bien pratique. Comme ça, les comédiens ne peuvent plus rater leur entrée et on n'a pas à courir partout après eux. Bien, je vous remercie, madame. Je vous reverrai demain matin. Bonsoir, monsieur le commissaire. Je souhaiterais aussi me retirer, monsieur le commissaire. Je ne pense pas pouvoir vous être d'une grande utilité. J'étais en scène avec Georges. Mon camarade tué ainsi à mes côtés. Il ne vous avait fait part d'aucune inquiétude particulière? Non, aucune. Je vous remercie. Nous nous reverrons demain. À nous. Où étiez-vous, monsieur Jules? Eh bien, dans les coulisses, comme toujours. Oui. Mais où, dans les coulisses? Un peu partout. J'avais à surveiller le changement de décor pour le tableau suivant et voir si les accessoires étaient en place. Surveiller les entrées des chanteurs, enfin, etc., quoi. Pas une minute à moi pendant le spectacle, en tant que régisseur. Ah à l'époque où j'étais Treilhal... Rue Tête-Bout? Retenez-moi. Allez, allons, taisez-vous. Vous n'aviez personne à vos côtés pour en témoigner? Non. Dommage. Vous pouvez vous retirer. Et vous? Où étiez-vous? Comme toujours, dans les loges en train de faire la bonne. Oh, pardon, l'habilleuse. Vous n'avez rien remarqué? Personne n'est passé dans les couloirs? Non. Mais juste après avoir entendu le coup de feu dans les haut-parleurs, j'ai remarqué une ombre sur le verre dépoli de la verrière. Il m'a semblé que c'était la silhouette de Jules. Vous êtes sûr? Oh, pas très sûr. C'est pour ça que je ne veux pas en parler. Mais où donne cette verrière? Juste à l'aplomb des corridors de Seine. Il serait capital de savoir si oui ou non Jules est passé le long de la verrière après le coup de feu. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je n'ai jamais dit que c'était Jules, mais comme une silhouette qui ressemblerait à Jules. En tous les cas, vous êtes certaine que quelqu'un est passé? Certaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce coup de feu? À nouveau, ça arrange tout le monde. Comment ça? Vous restez là demain? Certainement. Pourquoi? Bon. Eh bien, vous n'avez qu'à venir voir le pays du sourire de la coulisse avec moi. Et puis on en reparlera. Il y aura représentation demain soir? Et comment? Elle va faire venir de Paris la doublure et on jouera. Elle ne veut pas perdre une seule recette, la garce. À demain.
À propos, quel était le titre de l'opérette de ce soir? Toi, c'est moi. Quand Dieu créa le monde, les hommes s'aimaient. Pour tous les oiseaux chantaient, les roses fleurissaient. La paix régnait ici-bas, l'argent n'existait pas. Tout a changé de l'Éden, l'homme fut chassé. Le bon temps n'est plus, le paradis a disparu. Et si nos cœurs chantent des mots très gentils, pour nous tous on chante, c'est le paradis. Mon amour et ton amour sont nés le même jour, d'un regard très court mais qui vous charme pour toujours. Mon amour et ton amour se disent tour à tour. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien. L'anglais très froid en amour n'aime pas parler, et l'allemand vient chanter pour mieux se déclarer. Le français vous fait la cour en de galants discours. En Chine, on peut rêver le soir sous le ciel bleu. À Vienne, en valsant, on se dit des mots caressants. Et pour nous comprendre, il nous a suffi de la chanson tendre où l'on se redit. Mon amour et ton amour sont nés le même jour, d'un regard très court mais qui vous charme pour toujours. Mon amour et ton amour se disent tour à tour. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien. Vous avez vu? Ah non, qu'est-ce qu'il fallait voir? Les œillades, les coups d'œil langoureux et tout. Mais c'est dans le rôle. Oui, mais elle pourrait se dispenser d'en faire autant. Quand elle joue, elle ne peut pas s'empêcher d'exprimer ses propres sentiments. C'est maladif chez elle. Rappelez-vous, à Lyon, vous aviez été étonné de la voir bavarder en scène avec son mari. Pendant le duo d'amour, elle n'arrêtait pas de lui dire qu'elle le haïssait. Ah ben, comment dirait-on? Vous avez compris maintenant? Pour François, la place est libre pour être mari légitime et directeur. Pour elle, la place est libre pour y garder l'homme qu'elle aime vraiment. Il n'y a plus que Jules qui attendra une promotion de chef régisseur. Il est si bête. C'est la dernière représentation de votre tournée? Oui. Nous terminons, comme vous le voyez, par Bordeaux. On peut dire que cette année, la tournée de Noël jour de l'an aura été mémorable. Quelles sont vos intentions après votre retour à Paris? Je vais chercher un ténor meilleur que la doublure pour remplacer mon mari. Et je pars en tournée, en Belgique, fin janvier avec la troupe. Où en est votre enquête? Vous avez découvert le coupable? Ou les coupables? Non. On ne peut pourtant pas dire que vous ayez manqué de temps. Depuis une semaine que vous nous suivez. Peut-être que si je connaissais les mobiles exacts du crime, ou plutôt des crimes, j'avancerais plus vite. Les mobiles ne sont pas multiples au théâtre, contrairement à ce que l'on croit. L'argent, les sentiments... Oui, mais le tout est de savoir comment ils s'entrecroisent. Tenez, si je prends Monsieur François, par exemple, cette double mort va lui permettre de se livrer entièrement à l'amour qu'il vous porte et d'espérer devenir votre adjoint dans la direction de la troupe. Mais vous êtes fou. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille. Je me plaindrai auprès du préfet de police. Oui, de toute façon, soyez absolument tranquille, monsieur, vous étiez en scène lors des 2 meurtres.
On ne peut pas vous accuser de les avoir commis. Je ne vous le fais pas dire. C'est pas vous, madame Eugène. Bien, j'y vais. Je trouve, monsieur le commissaire, que vous avez des déductions hâtives sur les mobiles éventuels du crime. Que pourriez-vous dire alors de moi? Vous avez raison, madame. Il ne s'agit que de déductions hâtives pour une conclusion, comme au théâtre. Mais si nous parlons de vous, il faut bien remarquer qu'à l'inverse de monsieur François, vous n'étiez pas en scène au moment de la mort de votre mari. Mais j'étais dans ma loge. Vous avez un témoin? Mais c'est pas vous, madame. J'arrive. À propos, monsieur le commissaire, le revolver, a-t-il été retrouvé? Non. Dommage. Que chantez-vous ce soir? Je n'ai même pas pris le temps de consulter l'affiche. Fifi. Mais dépêchez-vous, madame, vous allez être en retard. Non, je vais vous écouter des coulisses. Rendez-vous ici à l'entracte. À tout de suite. Tu m'accompagnes, François? Oui. Monsieur Jules. Oui, monsieur le commissaire. À Toulouse, qui a ordonné de baisser le rideau après le meurtre? Eh mais c'est moi. Mais j'ai rien eu à ordonner du tout. J'ai simplement appuyé sur le bouton et c'est un système de commande électrique. Et le jour du premier meurtre à Paris? Ah, là c'était un rideau à contrepoids, j'ai tiré sur le fil. Vous-même? Oui, moi-même. Et dans chaque cas, d'où commandait-on le rideau? Et côté jardin, tout près du manteau d'Arlequin. C'est-à-dire? Eh bien, près de l'ouverture de scène. Ah bien. Bon, allons écouter Fifi. Oh, cher monsieur, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je suis encore tout étourdie, tout ahurie, tout engourdie. Excusez-moi, demandez-moi, pardonnez à mon bavardage. Je suis encore tout engourdie, excusez-moi, demandez-moi, pardonnez-moi mon bavardage. J'en suis à mon premier tirage. Je reviens de chez Madame de Thèbes. Dans ma ville, il y a un homme brun qui m'épousera, je serai célèbre. J'aurai mon nom dans le bottin. Une femme noire me cherchera des noises, mais il paraît que ça ne fait rien. C'est une femme mariée, une bourgeoise, mais tout ça finira très bien. Dans mon jeu, il y a des tas de piquants. Il paraît que c'est des tas d'argent. Je ferai quelque chose dans la République. Qui c'est? La femme du président. N'est-ce pas que c'est à n'y pas croire? N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est fou? Et pour m'apprendre toutes ces histoires, on ne m'a pris que 40 sous. Oh, cher monsieur, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je suis encore tout étourdie, tout ahurie, tout engourdie. Excusez-moi, demandez-moi, pardonnez à mon bavardage. Je suis encore tout engourdie, excusez-moi, demandez-moi, pardonnez-moi mon bavardage. Je vous en prie, relevez-vous, mademoiselle. J'en suis à mon premier tirage. Nous voici donc tous réunis. De même que votre tournée s'achève ce soir, mon enquête doit aussi s'achever aujourd'hui même. Je vais d'ailleurs être très bref. Dans tout crime, il y a le mobile, la décision d'exécution et l'action même d'exécuter. Nous avons vu tout à l'heure, monsieur François, que vous étiez en scène au moment de chacun des crimes. Vous ne pouvez être l'exécuteur. Ça va de soi. Mais vous pouvez être l'instigateur. Quant à vous, madame Jeanne, vous êtes en scène au moment du premier crime, mais vous n'y êtes pas au moment du second. Rien ne prouve que c'est la même personne qui a commis les deux assassinats.
En outre, pour vous deux, Monsieur François et Madame Jeanne, les mobiles du crime sont à la fois d'ordre sentimental et matériel. Mais monsieur... Quant à vous, Monsieur Jules, si on ne voit pas très bien, a priori, la raison pour laquelle vous seriez devenu un assassin, il faut reconnaître qu'au moment des deux crimes, vous étiez seul sur le plateau, et que vous pouvez être l'exécuteur d'actions qui vous ont été commandées, et que vous auriez accepté d'accomplir. Moi, Jules Tonnelette, ancienne treillale des grandes scènes françaises et étrangères. Bon, pour en revenir à vous, Madame Jeanne, quand êtes-vous descendue dans votre loge à Toulouse? Juste avant le duo. Madame Hortense vous a vu alors? Madame Hortense. Oui, je ne me souviens plus très bien, mais sans doute. Mais je vous ai appelé. J'avais besoin d'une couture rapide à mon corsage rouge. C'est pour ça que je suis redescendue. Un accro. Et alors? Vous n'étiez pas là, Hortense. Vous n'avez pas répondu. Vous avez ce corsage, madame? Oui. Tenez, voici la couture. Le fil est celui de ma trousse de voyage, un fil noir. J'ai fait moi-même la réparation. J'ai même pas eu le temps de terminer le point, car je me suis précipitée en scène dès le coup de feu. Où étiez-vous, madame Hortense? Mais aux toilettes? Non. Puisque vous m'avez alors déclaré que, juste après le coup de feu, vous aviez aperçu une ombre sur la verrière. Vous n'avez donc pu entendre le coup de feu que dans le haut-parleur des loges, et être sorti immédiatement dans le couloir. Les toilettes à Toulouse sont en retrait des loges. J'ai même fait un plan succinct. Oui. Et le voici. Il y avait donc, au moment des deux meurtres, 2 personnes seules. Vous, madame, et monsieur Jules, chacun de votre côté. C'est lui l'assassin! Mais non, celle-là! Non. Car à Toulouse, j'étais dans la salle. Le rideau a été baissé presque aussitôt après le coup de feu. Or, le personnel du théâtre est formel, ce n'est pas un des machinistes locaux qui a baissé le rideau. Ainsi se trouve confirmé ce qu'a dit monsieur Jules, c'est lui qui a appuyé sur le bouton électrique. Oui alors, et ça c'est bien vrai. Monsieur Jules ne pouvait pas redescendre du corridor où a été tiré le coup de feu jusqu'à la commande électrique du rideau, dans le peu de temps qu'il y a eu entre les deux actions. Madame Hortense, vous seule avez pu à Paris aller poser pendant l'heure de midi un contrepoids sur la passerelle et installer le fil pour le tirer de derrière un décor. Vous seule avez pu ici prendre le temps de monter puis redescendre du corridor où a été tiré le coup de feu. Reste à savoir le mobile. Ne cherchez pas, monsieur le commissaire. Hortense voulait la place de Marie Le Thor dans notre troupe, car elle a des prétentions de chanteuse. Elle ne cessait pas d'importuner mon mari à ce sujet et de lui raconter les pires choses sur mon compte. Elle a essayé de prendre ma place auprès de lui. Vous me comprenez? Mon mari me racontait tout et s'en remettait à moi pour la distribution des rôles. À Marseille, il m'avait encore dit qu'elle était revenue à la charge pour m'obliger à renvoyer la doublure de Marie Le Thor. Il avait refusé. Elle ne lui a pas pardonné. C'est faux! C'est faux! Je vous hais tous! C'est vous les assassins! Et vous voulez me faire passer pour coupable à votre place! Entrez. Patron? Ah, merci. Posez ça sur la table. Voici le revolver, madame Hortense. Nous l'avons retrouvé dans votre panière. Celle où vous rangez vos couvertures et vos toiles de repassage. Eh ben, c'est pas rue Tête-Bout que vous allez aller pointer, vous, maintenant. Hein? Je vous hais! Je vous hais! Allez, emmenez-la. Ah, voici la fin de l'entracte. La représentation continue. En scène. Et sans fausse note. Quand je la croisais l'autre soir, c'était à minuit rue d'Athènes, la voyant seule qui se promène, je lui dis, mon enfant, bonsoir. J'ajoutais à cette heure indue, que faites-vous donc dans la rue? Naïvement et sans savoir, elle me dit, je fais le trottoir. C'est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Elle répond au joli nom
d'Aspasie. Devant la blancheur et l'éclat de ce cou plus blanc que l'albâtre, je m'écrie, quel coup de théâtre, quel coup du ciel, quel coup d'état. Oh oh oh, fidèle d'un petit air honnête, vous ne connaissez que mon coup de tête, mais vous serez chippé, je le crains, quand vous connaîtrez mon coup de rein. C'est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Elle répond au joli nom d'Aspasie. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont qui vous a présenté aujourd'hui Fausse note de Bernard Latour, une coproduction du service lyrique et du service dramatique de la radiodiffusion. Avec la distribution suivante, Jeanne, Monique Stiot, Hortense, Colette Ripert, François, Dominique Tirmont, Georges, Bernard Plantet, Jules, Gaëtan Jor, Commissaire Lejuste, Raoul Guillet. Bruitage, Jean-Jacques Noël. L'orchestre lyrique de l'Office de radiodiffusion télévision française était placé sous la direction de Marcel Cariven. Collaboration technique, Marc Chartier, ingénieur du son René Cambien, assistante Marie-Laure Borg. Réalisation, Bernard Latour.